Homo Micro. Bonsoir à toutes et à tous, merci de rejoindre l'émission qui se prend au mot. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Nous sommes toujours en septembre, pour nous c'est toujours la rentrée et c'est aussi la rentrée pour des nouveaux que vous n'avez pas encore entendus depuis cette reprise, à commencer par notre amie Catherine pour Micro-Politique qui est là. Bonsoir Catherine, comment ça va ? Bonsoir Brahim, ça va bien. Le thème de ce soir c'est ? L'ancien Nouveau Monde. Ah là là, ça va faire débat, je suis sûr. On n'aura pas beaucoup de temps pour échanger, mais on aura quand même l'occasion. Alors, tu fais partie du Nouveau Monde ou de l'Ancien Monde, Éric Brulin ? Bonsoir. Je sais pas, c'est aux autres de le dire. C'est la reprise aussi pour toi ce soir. Oui, c'est aussi ma première de la saison. Et du coup, Ouais. j'avais envie de vous parler de l'actualité culturelle et avec un petit agenda de ce qui nous attend jusqu'à la fin de l'année. Mais ça va être rapide, hein, je vous assure. C'est bien avec Éric, c'est qu'à chaque nouvelle saison, il propose des nouveautés. C'est un mec organisé, structuré, c'est formidable. Merci Éric Brulin. Et je suis avec, bien sûr, Gwenaël qui fait aussi sa rentrée ce soir. Comment ça va, Gwen ? Le retour de la vengeance, de la mort, oui, voilà, oui. Ça va très bien, et toi, Brahim, t'as Ça passé va, un bel merci. été ? Bel été. Alors, grâce à toi, tu me donnes toujours l'envie de faire l'amour, de continuer. Il y a toujours des choses qui nous excitent et qui nous incitent un peu à... Exactement. Ce soir, on va parler d'un fantasme, c'est celui de l'hétéro curieux chez les gays, chez les lesbiennes. Ah ouais. J'adore les hétéros. Et ben voilà, ça tombe bien. C'est pas réciproque par contre. Ah. Et là, c'est Nicolas Rividi qui dit que c'est pas réciproque, alors que nous sommes en direct. Et Nicolas Van Stock, des mots à la bouche pour la librairie LGBT qui va venir s'installer progressivement. Et ensuite, on lui donnera la parole dans quelques secondes. Le plus de l'actu, c'est avec toi. Et ce soir, le thème, Nico. Eh bien, ce soir, Brahim, on traverse la rue avec Emmanuel Macron. tu étais donc à l'Élysée ce week-end, non ? Non, pas du tout, non. Ah là là, il Tu sort. cherches du boulot ? On sait quoi. Tu cherches Non, du a priori, non plus. Je suis une saloperie de fonctionnaire, donc c'est bon, je suis tranquille. Nicolas qui vient, Van Stock, des mots à la bouche. La librairie LGBT, c'est avec toi. Bonsoir. Salut Brahim, bonsoir à tous et à tous. C'est le grand retour pour toi. Mais oui, je suis très content de recommencer cette saison. Dis-nous alors, là tu as fermé donc la librairie, tu nous as rejoint en métro. Hein, c'est exactement, très sport, hein. J'en viens, c'est très sport, je confirme. Alors rappelle-nous un peu le principe de ta chronique, Nicolas. J'essaye de vous trouver un peu des pépites, des sorties livres, BD, films, même éventuellement LGBT qu'on reçoit à la librairie. Et donc aujourd'hui, comme on est en pleine rentrée littéraire, comme vous le savez, je vous ai fait un petit panorama de cette rentrée littéraire LGBT. Donc merci de rester avec nous pour justement suivre tout ça. Nous sommes filmés en images notre ami Daniel qui est avec nous et Isabelle pour la partie audio et son. Comment ça va Isabelle ? Ça va. Moi j'ai traversé la rue toute la journée parce que je suis à la recherche d'un emploi mais j'ai rien trouvé en fait. Tu n'as rien trouvé ? Non. Et ça t'intéresse pas la restauration ? Je vais y penser du coup. En plus, j'aurais dû traverser la rue devant un restaurant en fait. Sinon il y a l'hôtellerie et le BTP aussi. Très porteur en Si tu aimes faire du béton, c'est bien. Moi, je me vois bien couvreuse. De son ce soir, mais tu nous gardes la surprise en fait. D'accord, si tu veux. Non, c'est comme tu veux. Si tu veux nous en parler dès maintenant, je suis à l'écoute. Non, allez, on verra ça plus tard. Ouais. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Micro politique pour cette première, Catherine. Et oui, Brahim, c'est la rentrée. Que notre auditeur qui nous a traités de pédagogichistes et de gouines féministes se réjouisse, je suis rentrée de vacances. Par contre, pas trop d'effusion d'un coup. Si je ne suis pas de gauche, par contre, je suis bien lesbienne et bien féministe. Désolé, monsieur. Je disais donc, c'est la rentrée, mais y a-t-il eu vraiment des vacances cet été dans le domaine politique ? Nous nous sommes quittés après la marche des fiertés, juste après la victoire des Bleus au Mondial et l'affaire Benalla, acte 1. Vous savez, Benalla, se charger de mission au cabinet d'Emmanuel Macron, aux missions, on va dire, transverses. Vrai observateur, faux policier le 1er mai, tabassant des manifestants, responsable de la sécurité du président, bagagiste des Bleus au retour de Moscou, leur faisant descendre les Champs-Élysées à toute allure pour être sûr qu'ils fassent le 20h dans la cour du château avec le président, puis babysitter du trophée pendant 2 jours, ou encore en charge de la future boutique en ligne de la présidence, le tout avec toutes les accréditations possibles dans les palais de la République. Je vous le disais, les missions sont transverses, peut-être même en ai-je oublié. La suite, on la connaît, un président muet pendant des jours avant d'aller devant la majorité parlementaire faire applaudir Benalla et défier les journalistes et les parlementaires de l'opposition, et enfin des commissions d'enquête à l'Assemblée et au Sénat qui sont ouvertes. Notons que celle de l'Assemblée tenue par la REM n'a pas fait de rapport post-audition. À quoi bon ?
Et là, c'est le début de la fin de la communication surmaîtrisée. L'affaire a déjà été beaucoup commentée et agitée, je ne vais pas y revenir, mais je veux soulever quelques points. Comment Emmanuel Macron, qui depuis qu'il est entré à l'Élysée comme secrétaire général adjoint sous Hollande, qui a toujours parfaitement travaillé sa communication, son image tel un produit marketing, a-t-il pu autant rater cette séquence ? Qui est donc cet Alexandre Benalla ? Que sait-il et qu'a-t-il vu pour être autant protégé par le pouvoir ? Pourquoi le président avait-il besoin de lui pour sa protection ? Le GSPR assure la protection du président. Ce sont des policiers d'élite. Ils sont formés et surentraînés à cela. Notre président était-il in fine en danger avec cet homme, moins formé que le GSPR ? Emmanuel Macron pensait que tout cela était oublié pendant l'été, et patatras, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, est épinglée dans une affaire de travaux dans ses précédentes fonctions. Nicolas Hulot démissionne en direct sur France Inter, sans prévenir personne, au bord des larmes, il lâche « Je ne veux plus me mentir ». Laura Flessel quitte le gouvernement pour des raisons personnelles qui s'avèrent être des problèmes avec le fisc, connus par l'exécutif depuis des mois, et le Sénat reprend sa commission d'enquête présidée par le très conservateur et ancien ministre Philippe Bas, et bim, Benalla, acte 2. Benalla ne veut pas s'y rendre. Philippe Bas le menace de poursuite car il ne peut pas refuser légalement de se rendre à l'audition. Benalla insulte Philippe Bas et le Sénat. La ministre de la Justice s'en mêle pour défendre Benalla. Castaner, le patron d'En Marche, met en garde des sénateurs. Macron appelle le président du Sénat. On se croirait dans une mauvaise série digne de Dallas. Sinon, rappelez-moi en France, vous avez dit séparation des pouvoirs ? Pour le président, depuis, c'est la dégringolade dans les sondages. 0 effet Coupe du Monde. Il est même en dessous d'Hollande à la même période de son quinquennat. 31% d'opinion favorable aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Un nouveau souffle avec le remaniement peut-être ? Même pas. François de Rugy, à qui il fallait trouver une sortie honorable à la fin de sa présidence annoncée de l'Assemblée, remplace Hulot, choix très politique et pas très nouveau monde. Rappelons qu'il est élu à l'Assemblée depuis 2007. Encore moins nouveau monde, Richard Ferrand, ancien député PS depuis 2012, parmi les premiers marcheurs proches du président, viré du gouvernement l'année dernière suite à ses problèmes avec la justice dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne, est élu président de l'Assemblée et a déjà annoncé qu'il ne quitterait pas le perchoir s'il était mis en examen. Il y avait pourtant d'autres candidates. C'était Nouveau Monde, non ? Une femme, jeune, première présidente de l'Assemblée. Et enfin, cerise sur le gâteau, Philippe Besson, écrivain proche du président, est nommé consul à Los Angeles. Les Français découvrent amèrement que le Nouveau Monde est donc bien comme l'ancien. Mais en même temps, pour reprendre l'expression fétiche du président, quand le Nouveau Monde est très majoritairement composé de transfuges de l'Ancien Monde, je ne vois pas comment on pouvait croire au Nouveau Monde parfait très longtemps. L'exercice du pouvoir, et encore plus sous la Ve République, est usant et cruel. Si je ne suis pas étonnée, je suis inquiète. Je souhaite la réussite du président et de ce gouvernement, emmené par Édouard Philippe. Rappelons qu'il était avec une partie de son cabinet dans l'équipe d'Alain Juppé lors des primaires de la droite et du centre. Ce sont des personnes avec qui j'ai fait campagne, Alain Juppé, que j'avais soutenu. Je veux vous dire mon inquiétude pour les droits des femmes, pour les LGBTI, pour la PMA, pour les personnes LGBTI plus globalement. Il peut être aisé en période compliquée politiquement de faire patienter les sujets de société clivants ou de ne pas les traiter, ou qu'à moitié. Cet été, pour la 2e fois, la plaque mémorielle rue Montorgueil a été vandalisée. Cet été encore, le pape a allumé un contre-feu médiatique auprès de pédophiles en invitant les parents d'enfants homosexuels à les emmener chez le psychiatre. Cet été toujours, une prostituée trans a été assassinée dans le bois de Boulogne, dans l'indifférence générale et politique la plus gerbante. Cet été encore et toujours, il y a eu plusieurs agressions LGBT-phobes à travers la France. Alors oui, je suis inquiète, oui, je veux qu'Édouard Philippe réussisse pour la France d'une part et pour l'Europe d'autre part. Car si les Français devaient faire payer cette déception de ce déjà ancien Nouveau Monde par leur vote aux européennes en mai prochain, c'est bien l'Europe qui serait en danger. La France et les Français mal représentés par l'extrême droite et l'extrême gauche. Le populisme monte à travers l'Europe comme en Italie. Les pays fondateurs de l'Europe n'ont pas le droit à l'erreur et doivent continuer à tracer la voie d'une grande Europe, avec force, ambition et courage, face aux nouveaux enjeux qu'elle connaît. Brahim, je vous parlerai dans ma prochaine chronique de ces nouveaux enjeux et de ces élections européennes. Oui. Alors, un mot, donc ceux qui souhaitent un peu prendre la parole, mais on pourrait à la limite penser que c'est tous les mêmes quelque part. Donc, beaucoup regrettent peut-être d'avoir voté Macron. Bon, après, c'est vrai que les médias sont là un peu pour bombarder un certain nombre de choses, mais je voudrais un peu un tour de table pour ceux qui le souhaitent. Peut-être Éric Brulin, si tu le souhaites. Oui, vraiment très rapidement. Je souscris à pas mal de choses qui ont été dites, et même si je peux avoir un avis différent sur d'autres. Moi, j'aime pas qu'on dise que ce sont un peu tous les mêmes. Parce que ça fait vraiment le jeu de ceux qui sont justement très en marge. Je pense à Marine Le Pen.
Et je pense que c'est pas très bon de laisser entendre que les autres sont tous les mêmes. Non, ils ont des différences, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et aucun d'entre eux n'est certainement parfait, on le voit. Mais moi, j'aime mieux qu'on ne dise pas que ce sont tous les mêmes. Nicolas Rividi. Bon, non, enfin, je souscris quasi totalement à ce qu'a dit Catherine. Moi, peut-être juste une limite sur le fait de dissocier le Premier ministre et le Président de la République. Ça reste quand même les deux têtes d'un même exécutif. Et bon, a priori, je doute que l'un puisse agir tout à fait sans l'aval de l'autre, quand bien même il voudrait aller plus loin sur certains sujets. Donc voilà, mais après, évidemment, c'est un constat qui est amer. Et amer parce que pour les précaires et les personnes LGBT sont précaires par tout un tas d'aspects, pas seulement l'aspect financier. Catherine, tu nous rappelais donc un message qu'on avait reçu donc sur Facebook, peut-être que tu pourrais dire un peu Non, c'était un petit clin d'œil. Une personne sur Facebook qui nous a dit qu'il nous écoutait régulièrement et qu'on était tous des PD gauchistes et des gouines féministes. Donc non, mais là, il y a de tout. Il y a des gens de droite, de gauche, du Front National. Je tenais à le rassurer, je suis rentrée de vacances. Je voulais... Front National, je pense tout de suite à Eric Garnier, que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, qui ne va pas faire de chronique parce qu'on est nombreux, mais qui est là pour sa dernière. Il va à Mayotte, mais il fera des interventions téléphoniques. Bonsoir, Eric. Je vais juste dire une chose, c'est que tu as oublié de dire que c'est la deuxième fois en 2 ans, en 1 an, qu'il dément que là, il a dit qu'Alexandre Benalla est son amant. Il l'a dit, et comme il avait dit que Mathieu Gallais ne l'était pas non plus. On n'a jamais vu aucun président de la République dire devant la presse, enfin devant tout le monde, qu'un tel et un tel n'est pas son amant. C'est quand même une nouveauté. Je ne sais pas ce que tu penses de cette obligation ou pas de faire des déclarations comme ça, mais c'est à la fois culotté, courageux et un peu inquiétant aussi. Elle ne pourra pas répondre directement à cette question-là, parce qu'il faut qu'elle se préserve aussi un peu, mais... Bien. Non, enfin moi, de ce que je crois savoir, c'est une phrase qui a fait débat dans la préparation de l'intervention du président devant la majorité et qu'il a souhaité vraiment dire. Ouais. Merci Catherine. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Alors, Eric, pour ton retour cette semaine, c'est donc agenda culturel. Tu vas nous parler de plusieurs types d'activités culturelles, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est un bien grand mot, agenda, parce que c'est quelque chose de très arbitraire. J'ai fait une petite sélection des nombreuses choses qui vont se passer d'ici la fin de l'année. Je ne couvrirai bien sûr pas tout, mais je vais essayer de vous donner quelques pistes pour éviter la morosité de cette rentrée. Donc, si vous voulez vous distraire un peu. Alors, on commence par le théâtre. Oui, alors pour le théâtre, j'ai pensé à 2 spectacles qui m'ont semblé plutôt réjouissants. Le premier, c'est celui d'Alex Ramirez. Alors vous l'avez peut-être découvert à la rentrée dans l'émission Quotidien. Avant d'être dans cette émission, eh bien, il est d'ailleurs toujours dans un one-man show qui s'appelle Sensiblement Viril. J'ai eu la chance de voir ce spectacle en juillet. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que ça vaut la peine de le suivre. Il est notamment à Paris, mais aussi il fait une tournée en province. Donc allez sur son site, vous verrez les différentes dates. Il parle avec beaucoup de tranquillité, d'humour. Il est très pétillant dans sa façon de présenter son parcours d'homosexuel, son coming out, enfin des choses qui nous parlent à toutes et à tous, je pense. Donc c'est une très bonne occasion d'aller voir un comique qui, à mon avis, a un bel avenir devant lui. L'autre spectacle ou type de spectacle que je voulais recommander, c'est celui d'un collectif qui s'appelle Corpus Bang Bang, qui est un collectif LGBT qui a la particularité de faire de l'improvisation, du théâtre d'improvisation avec des professionnels mais aussi des amateurs, et ils se produisent dans la partie lyonnaise et également vers Toulouse en fin d'année. Allez sur leur site Corpus Bang Bang, il y a à mon avis de belles tranches de rire à venir. Je les suis sur Twitter, ils ont un beau sens de l'humour. Pour la partie cinéma, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors, partie cinéma, il va y avoir beaucoup de films, donc j'en ai retenu un qui a thématique un peu plutôt du LGBT, c'est Lizzie, qui va mettre en scène Kirsten Stewart et Chloé Sevigny. C'est un thriller qui est adapté d'une histoire vraie, qui revient sur la vie donc, de Lizzie Borden, qui est accusée d'un double meurtre, une histoire sordide à la base, mais dans laquelle on va découvrir une liaison, un rapport extrêmement fort entre 2 femmes.
Et donc, voilà, c'est annoncé comme un des films événements de cette fin d'année. Et puis, je voulais surtout souligner les nombreux festivals LGBT qui vont se tenir d'ici la fin de l'année. Alors, il va y avoir d'un bord à l'autre, par exemple, à Orléans, en cette fin de mois de septembre. Il y aura aussi The Festival, ZE Festival, du côté de Nice, Seyan, Toulon et Marseille. Il y aura aussi le festival Cinéfable, 30e festival cette année, 30e festival international du film lesbien et féministe de Paris. Donc ça, ce sera plutôt à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. On enchaînera à Paris également avec Chéri Chéri. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ici même. Avec Cyril. Fin novembre. Et puis à Saint-Étienne, une ville qui t'est chère, je sais, Brahim, il y aura Face à Face à partir du 18 novembre et jusqu'au 25, mais aussi avec pas mal d'événements qui vont mener jusqu'à ce festival. Et puis quelques beaux moments donc, à prévoir. Et puis, pour ceux qui ne vont pas traîner dans les festivals, eh bien, il y a aussi tout au long de l'année le 7e genre. C'est un lundi par mois au cinéma Le Brady à Paris dans le 10e, avec des films qui peuvent être aussi bien des films très récents que des films un peu plus classiques, toujours autour de la thématique LGBT, bien sûr. Donc, à suivre également sur Internet. Leur site, c'est le 7e genre. Et puis, là, on ne parle pas de cinéma, mais de web-série. Je n'avais pas vu la première saison, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça, mais je sais qu'il y a la saison 2 des Engagés, qui est une web-série qui donc suit un collectif LGBT qui est à Lyon. C'est une association LGBT lyonnaise. Et le thème un peu plus principal de cette année sera la transphobie, avec notamment la présence d'un YouTuber dont on commence à pas mal entendre parler, qui s'appelle Adrian de la Vega. C'est beaucoup de choses, c'est vraiment très très riche. Alors en termes de musique, qu'est-ce que tu as repéré pour nous? Alors en termes de musique, j'ai identifié 2 concerts et une sortie d'album. Alors je vais commencer par la sortie d'album pour m'en débarrasser tout de suite. C'est celui de Mylène Farmer. Je sais que beaucoup de nos auditeurs aiment Mylène Farmer, donc voilà. Un ancien chroniqueur qui s'appelle Bertrand adore Mylène Farmer. Un bisou à Bertrand au passage. Il le guettera la sortie de son album préparé avec Feder. Donc voilà, ça a peut-être un petit peu plus de punch, on verra. Et les 2 concerts, il y en a un d'une diva LGBT bien connue qui est Kylie Minogue. C'est pas en France, mais c'est au Luxembourg, donc c'est quand même tout près. Ce sera en novembre. Et puis l'autre, c'est mon petit coup de cœur, c'est le 22 octobre à Paris et en tournée, Pierre Lapointe. Le Québécois qui va nous enchanter, je l'espère, comme l'an dernier. C'est un dandy québécois, gay, qui a des paroles très mélancoliques, qui met énormément d'humour sur scène. Et donc, vraiment, je vous recommande, si vous aimez les beaux textes, d'aller écouter Pierre Lapointe. Un domaine qui va intéresser Eric Garnier, mais aussi Nicolas Van Stock. Tu vas poursuivre avec la littérature. Oui, alors je ne vais pas marcher sur leur plate-bande parce que je sais qu'ils sont bien plus doués que moi pour le faire. Je voulais juste signaler, au-delà de ce qu'ils présenteront, et peut-être qu'ils reviendront dessus, la parution attendue des œuvres complètes d'Yves Navarre aux éditions H&O. C'est pour voilà, ça va arriver. J'ai pas la date exacte, mais c'est pour ces quelques mois qui viennent, avant la fin de l'année en tout cas. Ça va être un ouvrage fleuve, puisqu'il devrait compter pratiquement 1000 pages. De toutes les œuvres réunies de cet écrivain qui avait été prix Goncourt en 1980, conseiller de François Mitterrand sur les questions LGBT. Donc c'est un monument de l'histoire littéraire LGBT française récent. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. Eric, tu finis avec quelques événements. Oui, alors quelques événements que j'ai piochés. L'un qui arrive très prochainement, ce sont les 25 ans du Long Young Club, qui est un club LGBT plus tourné pour les personnes d'origine asiatique et ceux qui aiment les personnes d'origine asiatique. Donc ça se tiendra au Tango à Paris le 23 septembre. Et puis il y a également un autre événement un peu plus particulier. Peut-être que certains d'entre nous reviendront dessus ou s'y rendront. C'est un rassemblement de fétichistes européens qui se tiendra à Paris les 12, 13 et 14 octobre. C'est un truc important.
parce que Paris accueille cette manifestation au cours de laquelle sera élu Mr. Leather Europe 2019. Donc je sais qu'il y a des fans de ce genre de choses. Donc l'adresse du site internet est un peu tarabiscotée, pas très simple de la mémoriser. Je vais vous la donner, mais je pense que vous pourrez retrouver plus facilement si vous tapez Mr. Gay Europe. Ça s'appelle agm-ecmc.eu. Ils auraient pu faire plus simple. Et puis également, je citerai la rentrée des associations, au centre LGBT Paris, qui s'est tenue hier, je crois, et une manifestation le 1er décembre, bien évidemment, pour la lutte contre le sida. À propos du centre LGBT, lundi prochain, on recevra son président qui viendra présenter le centre, puisque c'est à nouveau, hein, qui s'est installé il y a quelques semaines. Merci Eric. Alors plein de réjouissances et d'actions en perspective alors. Exactement, il y a plein de choses au-delà même de celles que j'ai citées là, qui sont juste quelques exemples. Et si vous organisez des événements, qu'il s'agisse de cinéma, de littérature, de théâtre, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en parler, vous permettre d'intervenir et faire la promotion de vos spectacles et pour donner un peu d'animation et de bonheur dans toute notre belle communauté. Ouais. Merci Eric. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Merci de rester avec nous au micro ce soir avec Nicolas Rividi, Gwenaël, Nicolas Van Stock, Catherine que vous avez donc écouté tout à l'heure, mais aussi Éric Brulin qui vient de prendre la parole, Éric Garnier qui vient nous visiter avant son départ en vacances. Il n'interviendra certainement pas pour sa chronique libre, à moins qu'on ait un peu du temps, pourquoi pas, mais il nous invite ce soir à dîner dans un grand restaurant parisien, peut-être La Rotonde du côté de Montparnasse. Nous sommes donc à Homo Micro. Pour la partie son, c'est Isabelle. La partie image, Daniel. Et tout de suite, nous retrouvons notre ami Gwenaël qui va nous parler de ces hétéros qui nous intéressent. Oui, l'Empire du Mal, ce soir, vous parlez effectivement des hétéros curieux. C'est un fait, en fait. Beaucoup de lesbiennes et de gays fantasment sur les hétéros. Curieux ou non. Vous savez, l'hétéro curieux, c'est celle ou celui qui est marié, ou qui ne jure que par les hommes, par les femmes, mais qui rêve en secret d'embrasser une fille, ou un garçon, de lui faire l'amour. Pourquoi cette fascination, en fait, pour les hétéros curieux, chez les gays et les lesbiennes? On va d'abord commencer par les garçons. La première raison, c'est la passion pour le fruit défendu. Pourquoi? Parce que c'est toujours meilleur quand c'est défendu, évidemment. Les enfants en sont un bien bel exemple, tout comme Adam et Ève. Les gays ne dérogent pas à la règle. Ils rêvent de faire l'amour avec un homme marié ou avec un hétéro qui a une copine. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, même des conseils du cœur chez Tétu, c'est vous dire. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus excitant qu'un plan cul classique, surtout si le mec rencontré est en couple. Ça fait appel au fantasme, donc à notre cerveau, un organe qui peut nous faire jouir sans aucune action physique de notre part. En outre, les couples sont plus souvent ouverts chez les gays que chez les hétéros. Conquérir un mec en couple gay, ça manque un peu de piquant finalement. Alors qu'un hétéro présente un double interdit. Deuxième raison, l'envie de conquête sexuelle. Dans la droite ligne du fruit défendu, être le premier à conquérir sexuellement un homme, à lui faire découvrir le sexe gay, qui pour lui est un tabou, c'est très excitant. Il y a beaucoup de similitudes avec la fascination qu'exercent les mecs vierges d'ailleurs. Par ailleurs, pour de nombreux hommes gays, les hétéros représentent l'ultime frontière et le summum de la masculinité, de par leur sexualité justement. Faire l'amour avec ces hommes répond pleinement à leur envie de conquête sexuelle et à la réalisation de leurs fantasmes. Même si le sexe avec un homme inexpérimenté avec les mecs peut s'avérer finalement décevant. Et ouais. Enfin, il y a tout l'aspect « suis-moi, je te fuis »,« fuis-moi, je te suis ». Pour certains hommes, être rejeté accroît la difficulté et leur envie de conquérir un homme de l'autre bord. Et chez les filles alors? Oui, parce que l'année dernière, j'avais dit que j'allais faire des chroniques un peu plus sur les filles. Donc, et chez les filles, le fantasme de la fille hétéro est partagé justement par les filles. Peu ou prou pour les mêmes raisons, mais il semblerait que ce soit plus facile de faire goûter à une fille hétéro les joies du sexe lesbien. Pour 3 raisons. D'abord, il existe des fantasmes lesbiens chez les femmes hétéros. Selon une étude effectuée par la Boy State University, 60% des femmes hétérosexuelles trouvent d'autres femmes sexuellement attirantes. 50% ont déjà fantasmé sur une autre femme et 45% ont déjà embrassé une femme sur la bouche. Bon, pas mal. Le fantasme de l'homosexualité féminine augmente avec le nombre des années. Les femmes seraient de plus en plus ouvertes sexuellement avec l'âge. On apprend également, grâce à une étude canadienne publiée dans la revue scientifique The Journal of Sexual Medicine, que les femmes interrogées sont 36,9% à fantasmer une relation homosexuelle contre seulement 20,6% chez les hommes.
Pas de chance les garçons, désolé. De plus, la société stigmatise moins le sexe lesbien que le sexe gay. Attention, gros cliché, on est d'accord. Deux filles qui s'embrassent et se caressent, c'est mignon, c'est excitant, c'est rose, on en voit à la télé, dans les annonces publicitaires, c'est presque normalisé. Ouais. Deux hommes, par contre, c'est le démon. Les extrémistes se dressent. Il y a donc moins de tabous. Enfin, la société ne voit pas la sexualité lesbienne comme du sexe, plutôt comme des préliminaires où on ne s'implique pas. Excusez-moi. On embrasse, on se lèche, mais il n'y a pas de pénétration avec un sexe. Jamais. Les godemichés, les sextoys, c'est pour les autres. Hein, on est bien d'accord. Et vous, dans le studio, est-ce que vous partagez cette fascination pour les hétérocurieux ? On va laisser la parole. Je vois Nicolas en face de moi. Je sentais que ça allait me tomber dessus. Gros comme une maison. Nicolas, dis-nous, toi, avec ta grande expérience. Oui. Non ? Mais des hétéros, non, jamais. Non, Ou alors, c'est ils ne vrai. l'ont pas dit, mais... Ouais. Non, objectivement, j'en ai... Ça m'intéresse pas plus que ça, en fait. J'ai pas d'appétence particulière pour le fruit défendu. Mais je suis pas biblique, moi, alors forcément, Adam et Ève, seul fruit défendu, non, Non. ça te parle pas. Non. Hein. Isabelle et Catherine, parlez-nous de vos fantasmes. Oh là là. D'autant plus que ça va s'accroître avec l'âge. Catherine avant Il y a Isabelle. des opportunités qui s'ouvrent, là. Catherine avant Isabelle. Non, c'est vrai que c'est surprenant quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah bon ? Et oui, apparemment, oui. Non, Oui, Catherine, surtout je que sais tu n'as qu'elle pas aime bien. arrêté de me- Ouais. Tu n'as pas arrêté de me fixer pendant ça. C'est vrai. Mais non, en fait, j'ai fixé tout le monde. Je sais que Catherine, tu aimes bien Brigitte Macron. Pardon. Non. Dis-nous. Non, tu veux pas nous en dire Si, je vais te répondre. Non, écoute, je n'ai pas de fantasme pour les hétéros. Enfin, plus ? Oui. Pour moi, ce serait une... Jamais. Non, Ouais. c'est une perte de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec une hétéro ? Isabelle ? Oui, non, pareil, Ouais. je vois pas pourquoi j'irais chercher une hétéro. Après, si une hétéro vient me chercher, non, je Ouais, pense enfin, pas pour que un soir, ça... quoi. Enfin, Enfin, même pas. Enfin, Oui, Ah, il moi, faut ça voir m'a- ouais. le fait... Enfin, être une expérience, c'est pas non plus très agréable. ouais, t'es pas une bête de foire, ouais. quoi. Voilà. Moi, j'ai rencontré plein d'hétéros qui me disaient qu'ils s'emmerdaient avec leur compagne. Il se passait plein de choses, mais ça durait quoi ? 1-2 heures, histoire d'eux. Moi, ça me faisait fantasmer et c'était assez excitant. Est-ce que tu veux être reconnu d'utilité publique ? Envoyez vos dons. Envoyez vos dons, c'est Envoyez vos défiscalisé. Envoyez le numéro d'hétéro pour Brahim. Appelez Eric, tout de suite, oui. maintenant. Eric, certainement. Moi, ça Brûlard. me fait pas forcément fantasmer les hétéros, mais il se trouve que j'ai couché avec un hétéro. Et alors après, on peut se demander si c'est encore un hétéro une fois qu'il a couché avec nous. Ouais, Mais bon, ouais. ça, c'est à lui de décider finalement. Hein. Ouais. Donc en fait, je crois qu'on est un peu ce qu'on a envie d'être. Effectivement, ouais. Mais surtout Nicolas que Van ces Stock. barrières nous emmerdent. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est hétéro, pas hétéro, machin. Les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Nicolas, est-ce qu'il y a des hétéros qui viennent acheter des livres au mot à la bouche et que tu rencontres ? Les mecs hétéros à la librairie, ils viennent surtout acheter des trucs érotiques lesbiens, en fait. Sans surprise, Ouais, vraiment. ouais. On connaît ce fantasme. Mais sinon, je voulais juste rappeler que quand même, il me semble, au départ, quand on se construit comme jeune gay, par exemple, on fantasme sur des mecs, point, sans connaître leur Très sexualité. juste. Très juste. Et du coup, effectivement, il y a toute une littérature qui parle de ces premières amours homosexuels, où statistiquement, il y a plus d'hétéros que de gays, donc les premiers amours, du coup, tombent sur un camarade de classe Ouais. qui est hétéro, et on a le cœur brisé. Et voilà, Ouais. c'est la trame d'une bonne partie de la littérature homo depuis longtemps, quand Ouais. même. Nicolas ? Mais d'ailleurs, c'est très intéressant parce que les premiers magazines homo-érotiques qui étaient publiés aux États-Unis dans les années 40, 50, 60, en fait, étaient des revues de sport, a priori, qui présentaient des hommes a priori hétérosexuels, et que du coup, on voit aussi comment ce fantasme-là a permis de contourner un certain nombre de lois liberticides de Ouais, façon ouais, à faire passer, parce que, je veux dire, les mecs étaient en slip, hyper musclés, etc. Et voilà, quoi. Donc ça, on comprend aussi à qui ça parlait. Et au-delà Catherine. au-delà du fantasme, tu as aussi tous ceux pour qui c'est quelque part une sorte de challenge. C'est-à-dire, je vais aller le convertir, entre Ouais. guillemets. Je vais y arriver. Et c'est plus le côté target dans le etc., défi ouais. pour voir. Voilà, et Ouais. une fois que c'est consommé, sujet suivant. Ouais. Seigneur Garnier, avec ton expérience, non, il ne veut pas s'exprimer sur le sujet. Et Eric nous, on n'en parlera dira pas plus. à son retour de vacances. Ce qui l'intéresse, c'est de présenter son livre, peut-être tout à l'heure, s'il y a du temps, Le confort de Pierre Démé. Merci en tout cas pour cette chronique, Gwenaëlle. Homo Micro,
l'émission qui se prend au mot. Maintenant, le plus de l'actu avec Nicolas Rividi. Alors ce soir, on revient sur les propos de notre président Emmanuel Macron, président de la République, qui a tenu lors des journées du patrimoine. Exactement, oui Brahim, alors qu'on vient juste de sortir de la crise Hulot et que le gouvernement continue de s'enliser dans la crise Benalla, Catherine en a parlé tout à l'heure, le président s'est fendu d'une déclaration affectée de la sincérité qu'on lui connaît. Alors l'échange n'a pas échappé au micro, la scène se passe donc durant la visite annuelle de l'Élysée organisée dans le cadre des Journées du patrimoine. Emmanuel Ier s'accorde un bain de foule lorsqu'un jeune horticulteur l'entretient des difficultés qu'il rencontre à trouver son premier travail. Inscrit à Pôle emploi, il détaille par le menu le parcours du combattant qui est le sien et ses demandes d'entretien restées lettres mortes. Emmanuel, souverain, lui rétorque que s'il veut vraiment travailler, les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie ou encore du BTP recrutent activement. Il le sait, d'ailleurs il va les voir à longueur de temps. « Je traverse la rue, lui dit-il, je vous en trouve un de travail. » Le jeune artisan insiste avec l'audace de ceux qui n'ont rien à perdre. Ce n'est pas de motivation dont il est dépourvu, mais d'opportunités dans son secteur. Et il y tient à l'horticulture. Fidèle à sa première idée, le roi insiste. Aussi, si vous allez voir du côté de Montparnasse, je suis sûr qu'un restaurant pourra vous embaucher. Ajoutant même, nous pourrons vous proposer des formations. À la bonne heure. Mais il a déjà une formation, ce jeune homme, il en sort. Voir la mine déconfite du pauvre jardinier suffisait à comprendre dans quelle détresse il se trouvait. Sans doute un peu à cause du chômage, mais surtout d'avoir été un rien du tout l'espace de quelques secondes. Au lieu d'adresser des discours d'encouragement, Macron adore rappeler aux gens qu'il ne compte pas vraiment. Faire des études et gagner des compétences dans le métier que l'on souhaite exercer ne compte pas. Pire, insister fait de vous un suspect. S'il n'a pas de travail, c'est qu'il ne le veut pas. Ainsi donc va la Macronie, pour qui le chômeur est d'abord un nuisible et surtout une personne de fort mauvaise volonté. Pourtant, le travail est la condition sine qua non de la survie, alimentaire tout du moins. Tout le monde le sait, et pour cette raison, le travail est une obligation, y compris si celui-ci ne convient ni à la formation, ni aux envies des demandeurs d'emploi. Il le sait, le jardinier, que lorsqu'il aura refusé 2 offres acceptables, et tout est dans la nuance de l'acceptabilité, il sera radié des listes et qu'il perdra de ce fait son maigre revenu pour venir grossir les rangs des oubliés. Pourtant, si le travail était décorrélé de la survie, que celui-ci n'était plus la clé de la subsistance, la question se poserait différemment. Le jardinier pourrait toucher un revenu de base, par exemple. Celui-ci lui permettrait de manger et de se loger décemment. Il pourrait être financé, ce revenu, par de nouvelles cotisations sociales perçues sur l'usage des robots physiques ou virtuels, par exemple, qui aujourd'hui font la richesse de quelques-uns. Fort de cette sécurité, le jardinier pourrait s'en satisfaire et décider d'aider Jacqueline ou Abdel à entretenir leur jardin. Peut-être même qu'il ferait don d'un peu de son temps à sa ville. Il pourrait également décider ponctuellement de travailler sur des contrats pour améliorer l'ordinaire, voire même de prendre un travail à temps complet en complément de son revenu universel. Mais le coût de ce travail, pour son employeur, serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui afin de ne pas alimenter l'inflation. On gagnerait la même chose mais différemment. Si le jardinier a du succès, peut-être qu'il aura même l'occasion de travailler dans d'autres pays qui verront d'un bon œil cette main-d'œuvre très qualifiée bénéficiant de nombreux avantages sociaux pour un coût relativement faible. Mais cela, Emmanuel ne l'entend pas et ne l'entendra jamais. Alors le jardinier va encore galérer quelques mois, quelques années peut-être, avant d'abandonner son métier pour rejoindre la masse de toutes celles et tous ceux qui, esclaves, n'ont pas eu le luxe de choisir leur travail. Il aura à bouffer, oui, mais à quel prix ? Probablement celui de la sueur de son front. Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres que nous connaissons bien, il est peut-être temps de contester les évidences. Traverser la route, c'est aussi changer de paradigme. Merci, ça fait réagir autour de cette table. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir ? Bon, encore une fois, c'est vrai que est-ce que Emmanuel Macron a vu qu'il y avait des caméras autour de lui ? Est-ce que c'est encore une gaffe de plus ? Est-ce que les médias n'en rajoutent pas un peu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir un peu contrer cette chronique de Nicolas ? Éric Brulin ? L'idée, c'est pas de la contrer, mais je trouve que tout ça, en fait, c'est du bruit. Ouais. On s'arrête autour de choses qui sont peut-être révélatrices, certainement révélatrices d'attitudes et de choses un peu plus profondes, mais on n'est pas dans ce qui va vraiment changer la vie des gens, quoi. Enfin, moi, j'aimerais qu'on essaie de faire des propositions, qu'on essaie de ne pas s'arrêter à ce bruit d'un jour qui sera étouffé par le bruit de demain et puis qui concernera peut-être un autre homme politique ou une autre femme politique. Enfin, tout ça, ça s'envole, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, essayons de nous attacher à ce qui est vraiment
important pour les gens, ce qui va changer leur vie, quoi. Alors, l'attitude, ça compte, mais c'est pas tout. Catherine ? J'entends ce que tu dis, mais là, quand même, on parle du chef de l'État. Il y a une forme de condescendance permanente, si tu veux, qui est assez insupportable. Comment dire ? On a en face de nous, je suis d'accord sur le fait, enfin moi je suis libérale, c'est pas un gros mot autour de cette table, et tout le monde le sait. Bien sûr, il doit y avoir une forme de flexibilité et d'être capable de tendre à de la formation. Alors, moi-même, quand j'ai été diplômée, j'ai pas trouvé un boulot tout de suite, j'ai fait d'autres petits boulots avant, en attendant de trouver autre chose. Quelque chose qui convenait avec ce que j'avais fait comme formation. Très bien. Mais là, si tu veux, on a affaire à quelqu'un qui, très clairement, si on parle en immédiateté, qui a fait une formation très technique, très précise. Comment tu veux après que des profs, que des CPE, que des parents expliquent à leurs gamins que non, c'est pas grave de faire un bac pro, que c'est pas grave de pas faire un bac S et de pas faire l'ENA ou de pas faire HEC, qu'on peut avoir une belle formation diplômante dans des métiers manuels et techniques, pour que derrière, on te dise, bon, écoute, là, ce que tu as fait, tu trouves pas de boulot, t'es bien gentil, va dans ce qui recrute, ça n'a rien à voir avec ta formation. Tu peux pas t'exprimer comme ça envers un jeune demandeur d'emploi. Il y a le fond et il y a la forme. Même si, effectivement, il faut savoir prendre les passerelles, il faut savoir... Mais là, lui dire, écoute, mon vieux, vraiment, si tu voulais du boulot, t'en trouveras, tu traverses la rue... et puis va donc à Montparnasse faire tous les cafés. Là on est très clairement dans l'exagéré. Et pour répondre à ta question, Brahim, je pense que s'il y en a bien qui les repère les caméras, c'est bien le président de la République. Ouais. Pour finir. Oui, si je peux rajouter juste un mot, moi ce que je vois, c'est qu'effectivement il faut se préoccuper de ce qui est important pour les gens. Mais ce qui est important pour les gens, c'est ce qui va les faire bouffer, c'est ce qui va leur permettre d'avoir une vie digne. J'ai pas l'impression que la ligne ultralibérale qui est choisie aujourd'hui par Emmanuel Macron et qui est dans la droite ligne du libéralisme tel qu'il se pratique depuis des décennies, soit une option valable pour le faire. La France n'a jamais été autant libérale qu'aujourd'hui. C'est pas qu'il n'y a jamais eu autant de chômeurs, mais en tout cas, nous sommes à des taux de chômage qui sont colossaux. Les inégalités se creusent. Et moi, ce que je vois, c'est que Macron, qui prétend incarner le nouveau monde, l'incarne uniquement dans les mots. Le nouveau monde, c'est par définition quelque chose qui ne ressemble en rien à l'ancien. Or, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui ressemble beaucoup à l'ancien monde. Donc, voilà. Là, ce que j'explique dans la chronique, c'est un nouveau monde. Voilà, si on veut parler de nouveau monde, alors c'est peut-être pas le bon monde, mais en tout cas, c'est un nouveau monde. Là, le fait est qu'on n'a pas changé de monde, on est toujours dans le même monde, avec, et je rebondis sur ce que Catherine disait, une dose de mépris qui me semble avoir été rarement égalée à la tête de l'État dans ce pays. Merci Nicolas. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Alors, Éric Brulin, nous sommes partenaires avec Pink TV qui démarre un concours aujourd'hui. Exactement, ce sont les Pink Gay Video Awards de 2018. Et donc, ils vont nous appeler, nous tous, à voter pour nos séquences, nos films préférés. Et donc, les votes sont ouverts à compter du 17 septembre, donc c'est aujourd'hui, jusqu'au 15 octobre sur leur site. Donc, leur site, c'est pinkxgayvideoawards.com. Et puis les résultats, ils vont être collectés, les votes vont être collectés, les résultats seront annoncés le dimanche 28 octobre à minuit sur la chaîne PinkX et également sur Pinkflix. Nous recevrons lundi prochain le directeur de Pink, Cyril Marie, qui viendra donc nous présenter ce projet. Tout de suite, on passe à la librairie LGBT avec Nicolas Van Stock. Oui, alors Brahim, ce soir, comme je te disais, je vais vous faire un petit panorama de la rentrée littéraire et puis un petit focus sur deux bouquins qui m'ont particulièrement marqué, qu'on a particulièrement aimé. J'ai sélectionné que des essais, des romans déjà parus. J'en développerai peut-être certains un peu plus en détail après et je vous prépare aussi une chronique spéciale BD dès que possible. Alors le premier événement éditorial de la rentrée, c'est la publication aux formidables éditions Laurence Vialet qui relance son activité de Numbers, le deuxième roman de John Ritchie qui est paru en 1967. Alors John Ritchie, pour mémoire, c'est l'auteur du culte mais introuvable Cité de la nuit,
qui reparaîtra heureusement en poche en février prochain et qui lui date de 63 et a profondément marqué plusieurs générations d'écrivains gays fascinés par les marges, la nuit, la cam et la prostitution. Numbers est l'ego trip d'un beau mec qui avait arrêté de se prostituer à Los Angeles et qui y revient pour vérifier s'il n'a rien perdu de son sex appeal. C'est chaudement recommandé et si vous voulez rencontrer l'éditrice Laurence Vialet, rendez-vous jeudi soir à 19h au Mot à la bouche. Alors cette rentrée nous permet aussi de retrouver Nina Bouraoui qui après plusieurs romans plus hétéros, disons, revient à ses premières amours et signe avec « Tous les hommes désirent naturellement savoir » une plongée dans ses jeunes années quand elle découvrait le milieu lesbien parisien. C'est aussi le grand retour d'Alan Hollinghurst, l'auteur de La piscine bibliothèque. Avec son nouveau roman intitulé L'affaire Sparsholt, on retrouve sa fascination pour les amours gays estudiantines à Oxford et sur ce que deviennent ces amours sur le temps d'une vie et sur les générations d'après. Un premier roman maintenant, il n'y en a pas tant que ça en cette rentrée, surtout sur les thématiques qui nous intéressent ici. Alors retenez son nom, elle s'appelle Pauline Delabroix-Allard. Elle vient de publier une petite bombe aux prestigieuses éditions de Minuit, dont le titre est « Ça raconte Sarah », et qui est le récit d'une passion amoureuse et sexuelle dévastatrice entre deux femmes qui expérimentent toutes les deux un premier amour lesbien après des histoires hétéros. Pour rester sur la thématique de l'obsession amoureuse et autres revenants de cette rentrée, Bernardo Carvalho, qui est un grand écrivain et journaliste brésilien, et qui signe Sympathie pour le démon, dans lequel il raconte comment un cinquantenaire spécialiste universitaire de la violence s'éprend éperdument à Berlin d'un jeune mec qui va le rendre complètement fou, au point d'accepter une mission suicide en pleine zone de conflit islamique au Moyen-Orient. Pour les 3 derniers livres dont je vais vous parler, on élargit un petit peu le focus gay et lesbien à des thématiques plus queer, pour reprendre le terme de ce soir, et moins binaire. Alors citons pour commencer l'essai Queer City du romancier, critique et essayiste anglais Peter Ackroyd, qui nous raconte la vie queer à Londres, des origines de la ville pratiquement jusqu'à nos jours. C'est érudit mais facile d'accès et indispensable à tous les amateurs de Londres et passionnés d'histoire. Je poursuis avec un ovni littéraire, l'excellent Arcadie d'Emmanuel Bayamaktam, paru aux éditions Paul. Ça fait plusieurs livres déjà qu'elle nous avait tapé dans l'œil à la librairie. Les questions de genre sont un sujet récurrent dans ses romans, et dans celui-ci, elle met en scène une jeune fille qui va se découvrir intersexe à la puberté et qui va chercher son chemin dans la communauté libertaire dans laquelle elle vit, avec ses parents, sa grand-mère lesbienne nymphomane, son meilleur ami gay et le gourou de la secte qui couche avec à peu près tout ce qui est humain, sans distinction. Les avis sont partagés à la librairie, je pense qu'on en reparlera, mais personnellement, moi, ça m'a beaucoup plu. Et pour finir donc de ce petit panorama rapide de la rentrée, un petit mot sur Le corps est une chimère, le nouveau roman de Wendy Delorme, qui met en scène 7 personnages aux genres et sexualités les plus diverses pour essayer de radiographier le désir contemporain. Je pense qu'on vous en reparlera aussi, on est en train d'organiser une rencontre avec. Et le deuxième livre, Nicolas ? Et donc, pour développer un tout petit peu plus d'eux qui sont des vrais gros coups de cœur, je commence par Les Fureurs invisibles du cœur de l'écrivain irlandais John Boyne. Ça commence par une scène mémorable en 1945 dans un petit village irlandais. La mère biologique du héros du roman, donc cette mère qui a 16 ans, est appelée par le curé du village en pleine messe sur l'autel pour tenter de lui faire avouer le nom du père de l'enfant qu'elle porte. Comme elle s'y refuse, il la gifle, la traite de putain et la bannit de la communauté. Donc cette jeune mère doit donc partir à la capitale, Dublin, pour y vivre et abandonner cet enfant dont elle n'a pas les moyens de s'occuper. On suivra sur la suite du roman les aventures de Cyril, par tranche de 7 ans, qui va découvrir son homosexualité, tenter de la vivre dans un pays encore très religieux et farouchement hostile à la libération des mœurs, des femmes et des homosexuels, et qui fera beaucoup de choix très discutables, préférant souvent la fuite au fait de faire face à sa vie. Donc le roman est dédicacé à John Irving, et je trouve qu'en effet, on retrouve dans la construction narrative quelque chose de la puissance des romans d'Irving. Autrement dit, c'est absolument inlâchable. Moi, j'ai lu ça sur 3 nuits blanches d'affilée, parce que je voulais absolument savoir ce qui allait se passer ensuite. Et très rapidement, deuxième livre, gros coup de cœur, on l'a reçu la semaine dernière à la librairie, c'est Caroline Emke, qui est une journaliste et essayiste allemande, ancienne grand reporter de guerre. Elle avait déjà fait un livre incroyable l'année dernière qui s'appelait « Contre la haine, plaidoyer pour l'impur », et dans lequel elle disséquait les mécanismes par lesquels on est amené à ne plus percevoir l'autre comme un égal, voire comme un être humain tout court, et comment du coup on peut déclencher des mécanismes de haine, quelle que soit la raison, raciale, religieuse, d'orientation sexuelle. Et donc là, dans son nouveau livre, ça vient d'être traduit au Seuil, elle fait le récit de son adolescence en Allemagne, et elle décortique cet âge de la vie si étrange où on sort de l'enfance pour entrer dans l'âge du désir et de la sexualité.
mais aussi dans l'âge de la normalisation hétéro, de la séparation des genres et de l'acceptation de ces rôles de genre. Elle parle aussi beaucoup de musique, de la façon dont l'apprentissage de la théorie musicale l'a aidé à accepter son homosexualité. On voyage aussi avec elle, puisqu'elle parle de son expérience de reporter de guerre, en Palestine notamment, où elle rencontre un jeune guide gay et où elle se pose la question de faire son coming out auprès de lui et si lui peut le faire ou pas. Et enfin, une des parties les plus touchantes du roman, c'est qu'elle rend hommage à un camarade de classe qui s'est malheureusement suicidé avant d'atteindre l'âge adulte, probablement en raison de son homosexualité. Et elle réfléchit, comme dans son livre précédent, au mécanisme fin d'exclusion du groupe, de comment on fabrique un bouc émissaire et comment on peut trouver des réponses à ces situations affreuses. Et enfin, dernier petit point, c'est un témoignage qui est encore très rare aujourd'hui, de la façon dont les lesbiennes ont eu à affronter l'épidémie du sida, pas directement, mais via notamment leurs amis gays. Voilà, c'est un livre bouleversant que je recommande à tout le monde et ça s'appelle Notre désir, Caroline Emke. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a des personnes, ce soir, donc, il y a des personnes qui ont lu les livres que vient de citer Nicolas? Pas encore. Non, pas encore. Eric non plus, Garnier. Non, mais j'avoue que le livre de Caroline Emke, en tout cas le précédent dont tu as parlé, me fait vraiment, vraiment envie. Je pense que je vais essayer de me le procurer, oui. Merci Nicolas. Un mot concernant les mots à la bouche, la rentrée, comment elle s'est passée? Tout se passe bien? La rentrée, ça se passe bien. Ouais. On travaille comme des fous. Les gens sont au rendez-vous. On est en train d'organiser donc là les rencontres en rapport avec toutes ces belles sorties. Et ouais, c'est toujours chouette. Éric Garnier, donc il ne va pas avoir malheureusement le temps de s'exprimer pour présenter son livre, mais tu vas partir. Mais j'ai acheté le livre dont tu as parlé, là, irlandais. Tu m'as tellement convaincu l'autre jour que, bon, il est très gros, hein. Et heureusement, tu n'en as pas trop dit, parce que j'aime pas trop savoir à l'avance. Mais voilà. Tu ne l'as pas divulgaché, comme disent les Québécois. Et Éric, je te demandais, donc tu vas nous quitter, mais tu auras l'occasion de Mayotte. Tu interviendras de temps à autre pour nous présenter des livres. On a besoin de t'entendre, de t'écouter, n'est-ce pas? À 9000 km, ça aura un petit goût supplémentaire d'exotisme. Voilà, vous devinerez autour de moi. On aura le différé, en plus, c'est bien. Tout ce paysage. Merci. Eric, tu nous rappelles le programme de Pink? Pink X Gay Video Awards 2018. Vous pouvez aller voter à compter d'aujourd'hui et jusqu'au 15 octobre sur le site. Donc, je répète, www.pinkxgayvideoawards.com. J'ai été ravi de passer cette heure avec vous. Merci à Nicolas Rividi, Nicolas Van Stock. Merci d'être passé par chez nous. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir Gwenaël, à très vite. À très vite, Brian. À très vite aussi Éric Garnier. Et surtout, n'oublie pas de nous appeler. Pour la partie image, nous avons été filmés par Daniel pour notre chaîne YouTube. Et la réalisation son, c'est bien sûr Isabelle, qui va bientôt, dans quelques heures, livrer le podcast sur iTunes et plein d'autres supports. À très très vite, on vous embrasse et bonne semaine. Homo Micro.